toujours la même question qui revient. En quoi cette année serait davantage celle de l'incertitude sécuritaire que les précédentes? En quoi l'application de la souveraineté israélienne dans les territoires serait plus explosive que le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem? Comment Israël et ses forces de sécurité parviennent à se préparer au pire scénario? Même si parfois le facteur surprise peut être violent, à l'image de la crise du Marmara et de cet arraisonnement dans le sang des commandos marins, les Chayetet 13. En deuxième partie de l'émission, on sera aux États-Unis pour évoquer ces heurts qui secouent une Amérique déjà divisée. C'était il y a quelques jours. Iyad Halak, un Palestinien autiste de 32 ans, a été abattu dans la vieille ville de Jérusalem par des gardes-frontières israéliens. L'occasion, tant pour la toile que pour les leaders palestiniens, de récupérer politiquement l'incident. Océane Nicole, et on la retrouve dans un instant. Nous sommes dans les quartiers est de Jérusalem. C'est ici que les funérailles d'Iyad Halak se déroulent au lendemain de sa mort. C'est à la porte des Lions, à l'entrée de la vieille ville, que ce Palestinien de 32 ans a été abattu par des gardes-frontières israéliens. En proie à des attaques quasi quotidiennes, ces policiers reçoivent alors une information qui va s'avérer erronée. Un Palestinien armé serait en fuite. Le jeune homme souffrant d'autisme n'a pas compris les ordres des policiers et court vers un local à poubelle avant d'être abattu. Les Palestiniens dénoncent un meurtre et un crime de guerre. Un parallèle avec les États-Unis a même été fait, ce qui résonne comme une récupération politique, comparant la mort de George Floyd, tué lors de violences policières à Minneapolis, à celle d'Iyad Halak. Nous disons au monde que les meurtres racistes comme celui de George Floyd aux États-Unis se produisent aussi en Palestine. Nous avons aujourd'hui la photo du martyr Iyad Halak, dont l'expérience n'est pas différente de ce qui s'est passé aux États-Unis. La police des polices a ouvert une enquête. Les deux policiers israéliens ont été minutieusement interrogés. Selon plusieurs témoins, 7 coups de feu auraient été tirés. Un policier a été placé en résidence surveillée. Son commandant a quant à lui été libéré sous des conditions restrictives. Les enquêteurs cherchent à déterminer si les policiers pouvaient être certains dans leur angle de tir qu'Iyad Halak portait une arme. Je partage la douleur de la famille Halak et exprime ma profonde tristesse à propos de la mort d'Iyad. L'incident sera jugé conformément à la loi et la police agira pour éviter que cela ne se reproduise. Le grand rabbin de Jérusalem a même rendu visite à la famille du Palestinien, un geste marquant, immortalisé par cette photo diffusée dans la presse israélienne. Et je vous retrouve donc Océane Nicole pour parler cette semaine des préparatifs de l'armée israélienne au projet de souveraineté israélienne dans les territoires. Le ministre de la Défense a rencontré son chef d'état-major, Aviv Kochavi. Exactement, Mathias, et des discussions d'ailleurs déjà commencé à la Kiria à Tel Aviv, le quartier général de Tsahal, des discussions donc entre Aviv Kochavi, le chef de l'état-major de l'armée, et le chef du Shabak, les services de renseignement intérieur. Il se prépare notamment à plusieurs scénarios et au-delà de la rupture des relations sécuritaires avec Ramallah, et bien, un gel des relations avec Amman est aussi envisagé. Alors il faut savoir, Mathias, qu'à l'heure actuelle en Cisjordanie, eh bien, il y a 13 bataillons de Tsahal, soit plus de 5000 soldats qui opèrent dans cette région en Judée, Samarie, mais plusieurs dizaines d'autres. On parle de 40 bataillons pourraient être déployés face à eux, et bien d'éventuels jets de pierre, des attaques au couteau, des fusillades, des attentats à la bombe ou encore des attaques kamikazes, à l'instar de ce qui se passait pendant la seconde intifada. Il faut aussi savoir que Tsahal se prépare à maintenir une forte présence sur le front sud face à la bande de Gaza, mais aussi sur le front nord face au Hezbollah et à l'Iran. Autre actualité sécuritaire, ça se passe en Jordanie. La Jordanie qui affirme avoir arrêté 5 de ses citoyens qui prévoyaient des attentats suicides en Cisjordanie, en Judée-Samarie. Exactement, Mathias. Cette fois, c'est le site d'information Al Arabiya qui assure donc que 5 Jordaniens sont actuellement jugés au tribunal militaire de leur pays, donc en Jordanie, pour avoir planifié des attaques suicides contre des cibles israéliennes justement dans cette région de Cisjordanie. Ces 5 suspects, ils ont été arrêtés au mois de février. Selon l'acte d'accusation, eh bien, l'un des suspects se serait rendu dans la bande de Gaza, c'était en 2007, et c'est là, selon les enquêteurs, eh bien, qu'il se serait entraîné notamment à manipuler et à fabriquer des vestes explosives et des bombes. Et ces terroristes, ces 5 terroristes, eh bien, projetaient justement donc de s'infiltrer en Cisjordanie et de mener des attentats à la bombe contre des bus et des trains, mais aussi des attaques avec des vestes explosives, cette fois donc contre des cibles israéliennes. Merci, Océane Nicolas, à la semaine prochaine.
Mon premier invité, général Dangot, merci. Vous êtes l'ancien coordinateur militaire dans les territoires. Une première question d'abord sur Avigdor Lieberman, l'ancien ministre de la Défense israélien, qui a déclaré ce matin que Benjamin Netanyahou cachait les plans et les cartes de la souveraineté israélienne dans les territoires au chef du Shabak, Nadav Argaman, au chef d'état-major Aviv Kochavi et au fameux chef coordinateur militaire, c'est-à-dire Kamil Abu Rukun. Pour vous, est-ce que ça vous semble réaliste qu'une telle information ne soit dissimulée aux dirigeants militaires? La réalité, et c'est ce qui est le plus important ici, c'est que en temps réel, l'establishment militaire et sécuritaire soit prêt à tout scénario, les plus difficiles, parce que la charge de la preuve repose sur ce système sécuritaire. Et je peux vous le dire avec certitude, c'est que l'establishment militaire n'a pas attendu les directives de l'actuel gouvernement. L'armée, le service de contre-espionnage israélien, les organisations sécuritaires israéliennes présenteront très rapidement leur plan de préparation en cas d'annexion. Pour l'instant, la balle se trouve dans le camp politique. Et je voudrais dire trois choses. L'échelon politique se doit, étant entendu qui, là, au préalable, menait tous les débats démocratiques nécessaires à ce type de décision, en concertation avec l'établissement sécuritaire, eh bien, l'échelon politique doit définir ce qu'il souhaite. Faut-il établir, imposer la souveraineté sur la vallée du Jourdain? Et moi, personnellement, je soutiens un tel projet. Parce que depuis 1968 et le plan Alon, Israël a besoin d'une frontière orientale très claire. Si l'on veut établir une souveraineté israélienne au-delà de la vallée du Jourdain, évidemment, cela aura un impact. Il faudra tout stopper, prendre une décision, la bonne décision, au bon moment. Et c'est pourquoi je pense qu'il faudrait transmettre cette information le plus rapidement possible aux services de défense israéliens pour qu'ils se préparent au mieux à cette éventualité. Réponse très oui ou non. Est-ce que vous pensez, oui ou non, que l'armée israélienne est au courant des plans des leaders israéliens? J'imagine que l'armée connaît grossièrement les pistes de réflexion de l'échelon politique. Vous savez, l'annexion n'est pas née hier. On en parle depuis des années. La topographie n'a pas changé. L'armée israélienne est donc au courant. Je ne pense pas qu'elle soit dans le secret des dieux, qu'elle connaisse précisément tous les plans de l'échelon politique, mais si le 1er juillet est fixé comme la date butoir par l'échelon politique pour commencer à étudier ce projet, il faudrait en amont prévenir les services de défense israéliens. Vous avez déclaré à la radio de l'armée israélienne que les violences étaient inévitables sur le terrain. Pourquoi ? Parce que vous vous trouvez à un moment très problématique. Pourquoi? Parce que juillet, août, septembre, c'est le bon timing pour annexer. Parce que si cela interviendrait plus tard, eh bien, nous nous approcherons inévitablement du calendrier présidentiel américain. Secondo, il faut savoir face à qui vous avez affaire. À qui vous avez affaire? L'autorité palestinienne en Judée, Samarie. Une décision d'annexer, ce serait imposer le démantèlement de l'autorité palestinienne.
Comment aussi soigner le Fatah tout en évitant de s'attirer les foudres du Hamas? La rue palestinienne aujourd'hui en Cisjordanie, en Judée-Samarie, souffre d'un taux de chômage élevé, d'une crise sanitaire liée au coronavirus, et c'est sans doute la chose principale qui pourrait embraser le terrain. Et dans la mesure où le 1er juillet serait prise la décision d'annexer une partie de la Cisjordanie sans avoir les outils pour le faire, cette rencontre entre ces deux situations, entre l'échelon politique palestinien et la rue palestinienne, eh bien, peut être explosive, et Israël prend le risque d'un embrasement avant même le 1er juillet. Général Dangot, juste avant de terminer, votre réaction, vous étiez coordinateur militaire pendant la crise du Marmara, on en parle juste après. Que retenez-vous de l'opération ? Tout aurait pu être évité si les Turcs avaient accepté ma proposition d'acheminer via le port d'Ashdod le matériel médical vers la bande de Gaza. Après l'incident, nous avons d'ailleurs acheminé ce matériel vers l'enclave palestinienne, et je puis vous dire que le matériel était inutilisable. Et nous avons continué à modifier notre politique vis-à-vis de la bande de Gaza, évidemment en concertation avec le cabinet sécuritaire. On va en parler justement de l'opération stratégique avec le général et ancien commandant de la Shayetet 13. Merci à vous, général Dangot. Merci. Alors on vient de parler justement de cette crise du Marmara. Je vous propose d'écouter la réaction d'un des combattants des commandos marins de la Shayetet 13 qui était au moment de l'opération. Écoutez, on en parle juste après. Au moment où ils m'agrippent pour me jeter par-dessus bord, je suis persuadé qu'ils vont me jeter à la mer. Je ne vois pas qu'il y a le pont inférieur et je me bats de toutes mes forces. Je ne vois aucun soldat autour de moi et je vois devant moi une foule ennemie armée de barres de fer, de couteaux. On prend alors la décision de tirer à balles réelles depuis la poupe. Général Yedidia Harari, vous avez un long CV à votre actif. Alors, commandant de la Shayetet, c'est-à-dire les commandants marins, commando de la marine, ancien directeur général de Raphaël. Ce que j'aimerais vous poser comme première question, ce n'est pas finalement est-ce qu'il fallait arraisonner, mais comment fallait-il arraisonner ? Oui, bien sûr, c'est la question qu'il faut se poser. Mais vous le savez, chaque incident doit et peut être traité différemment, bien qu'ils se ressemblent dans leur type d'opération. On parle d'un bateau en pleine mer, vous devez arriver vers l'appareil, arraisonner le bateau, en prendre le contrôle et s'assurer une fois à bord de ne pas être surpris ou que quelque chose d'inattendu arrive malgré votre préparation. Mais chaque bateau est différent. C'est la raison pour laquelle, avant toute autre chose, il faut passer du temps dans la préparation à apprendre dans les moindres détails qui dirige l'appareil, comment est ce bateau, quel est son objectif, quelles sont ses caractéristiques, pourquoi ce bateau est-il là à ce moment précis. Et il y a une différence entre arraisonner un bateau comme le Karina, dont on savait pertinemment qu'il transportait de la marchandise, des tonnes d'armes que nous voulions saisir, et le Marmara, avec à son bord 600 manifestants, dont certains sont très extrémistes et n'attendent qu'une chose, provoquer. C'est la raison pour laquelle il y a d'énormes différences entre une opération face à un bateau bourré d'armes et un bateau civil comme celui du Marmara. Combien de temps on prépare en amont une telle opération? Je ne parle pas de l'opération du Marmara, mais de toutes les opérations dans un endroit aussi complexe qu'en pleine mer. Cela dépend. Si vous avez fait votre préparation de manière générale, comme il se doit, et que vous êtes prêt à être dépêché en mer, on appelle cela dans notre jargon être largué, la capacité opérationnelle peut être relativement rapide. Il faut se souvenir que l'incident du Marmara est particulièrement exceptionnel. C'est pour cela qu'une telle opération ou un tel arraisonnement peut intervenir très rapidement, à condition que les conditions en mer, en termes de placement de l'appareil et de renseignement, au moment de l'opération, le permettent. Cela veut dire en clair que, et c'est une qualité de l'armée israélienne, c'est de réaliser une autocritique, de comprendre ce qui ne s'est pas bien passé. Si une telle opération avait lieu demain, après-demain,
ça serait complètement différent selon vous? Je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais il y a de nombreuses choses qui auraient pu être faites différemment et qui auraient changé totalement la manière dont l'opération en elle-même s'est déroulée et s'est terminée. Et je suis certain qu'en cas de nouvelles opérations de ce type, nous saurons utiliser les moyens nécessaires et notre expérience pour que l'incident du Marmara n'ait pas lieu à nouveau. Dernière question, Général Yedida Yaari. C'est une question peut-être délicate pour vous. Mais quel est le rôle, concrètement, si jamais il devait avoir une guerre, notamment sur le front nord, quel est le rôle de la Chayetet et de la marine dans ce cas-là? Participer à la guerre, faire le mieux que nous pouvons et influencer le plus possible dans le déroulé des combats. Ce n'est pas une question délicate, la réponse est simple dans ce genre de cas. Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu plus? Pas vraiment. Mais je veux dire de manière générale, tout ce que vous pouvez faire sur Terre avec l'infanterie ou le corps des blindés, vous pouvez imaginer des scénarios semblables à bord d'un bateau en pleine mer. Vous devez juste savoir sur quel domaine vous pouvez influencer le combat et sur quelle cible tirer. Et bien au contraire, on peut parfois influencer davantage depuis la mer que sur Terre. Je pense que c'est la donnée la plus générale que je puisse donner. Merci beaucoup, Général Yedidia Yaari, ancien commandant de la Chayetet, très ancien commandant de la marine. Je comprends que vous ne pouvez pas aller plus loin, mais ça restera dans le secret justement et de la marine et de l'armée israélienne. Merci d'avoir été avec nous. Deux infos en bref, nouveau succès militaire pour le ministère de la Défense israélien en coopération avec les industries aéronautiques israéliennes, IAI. Un système de missiles balistiques qui peut être de courte, moyenne et longue portée en mer a été testé avec réussite, connu sous l'acronyme LoRa. Le projectile a été tiré d'abord sur une cible à 90 km, puis sur une seconde à 400 km de distance. Dans les deux scénarios, ça a été un succès avec une précision de 10 mètres de diamètre. Et puis ces images presque surréalistes qui démontrent de l'explosivité du front nord, des blindés israéliens en pleine opération de routine. Face à eux, vous le voyez, des hommes de la force onusienne d'interposition et la FINUL, et surtout des soldats de l'armée libanaise armés de mitrailleuses et de lanceurs RPG. La scène va durer de longues minutes sans qu'aucun incident n'ait finalement lieu. Ce type de scène, selon des sources au commandement nord, ont régulièrement lieu dans cette région frontalière. Allez, on ouvre une page États-Unis et cette menace désormais mise à exécution par Donald Trump. Le Pentagone a annoncé avoir dépêché 1600 soldats en route vers Washington, D.C. On écoute le président américain. Les maires et les gouverneurs doivent établir une présence écrasante des forces de l'ordre jusqu'à ce que la violence soit réprimée. Si une ville ou un État refuse de prendre les mesures nécessaires pour défendre la vie et les biens de leurs résidents, je déploierai l'armée américaine et je réglerai rapidement le problème pour eux. Et on retrouve depuis Jersey City, dans l'État du New Jersey, le chef de la sécurité de la ville, directeur James Shea. Bonsoir. Quelle est la situation chez vous sur le terrain ? Ici, à Jersey City, comme vous le savez, nous avons deux luttes en parallèle. D'un côté, continuer la lutte contre le coronavirus et gérer les manifestations suite à la mort de George Floyd, à Minneapolis, dans l'État du Minnesota. Nous avons dû gérer hier une grande manifestation qui s'est terminée dans le calme devant l'un de nos commissariats. Et nous espérons que les prochaines se dérouleront de manière pacifique également. James Shea, vous étiez le numéro 2 de la prestigieuse NYPD, la police de New York. Ce n'est pas un secret non plus, votre frère est l'actuel chef de la NYPD. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui accusent la police américaine de racisme ? Vous savez, une grande partie des problèmes remontent à la surface aujourd'hui, et notamment à cause des réseaux sociaux et la manière dont nous sommes aussi déterminés à les combattre. Je parle des relations entre les racistes, entre les services de police et les différents groupes de racistes. Comment les Afro-Américains ont été historiquement désavantagés aux États-Unis. Et donc, à partir du moment où ces conversations ressortent, certaines choses dures à entendre font surface. Lorsque vous avez un incident comme celui qui s'est déroulé à Minneapolis, lequel a été condamné par tous les officiers et tous les policiers que je connais, la manière dont les forces de l'ordre ont manqué à leurs tâches, dont ils n'ont pas apporté assistance médicale à cet homme, toutes leurs actions au cours des 8 minutes au terme desquelles George Floyd est mort, alors que rien n'a été fait pour le sauver pendant sa détention.
Toutes ces actions vont créer de la douleur et de la frustration chez beaucoup de nos concitoyens. Et aux USA, la manière dont cela s'exprime, c'est à travers des manifestations. C'est un droit constitutionnel de manifester. Mais malheureusement, à l'image de ce que nous avons vu dans le passé, ces manifestations attirent des personnes qui sont intéressées par l'anarchie, en totale opposition avec l'idée originale des protestations. C'est exactement ce que nous voyons avec une recrudescence de la criminalité. Et pourtant, la dernière fois que New York était sous couvre-feu, c'était en 1943 et déjà un homme noir avait été abattu par un policier blanc dans ce qui avait été reconnu comme une bavure. Oui, enfin, en 1943, grâce à Dieu. Il faut remonter à très loin pour voir un couvre-feu imposé sur la ville de New York. Mais il y a depuis de nombreux incidents. Parfois, c'est le gouvernement qui n'entend pas les demandes des citoyens. Parfois, ce sont les citoyens qui surréagissent à un incident en particulier. Mais nous arrivons généralement à les contrôler. Je peux vous dire que Jersey City n'est pas sous couvre-feu. Nous pensons être capables de gérer cette situation dans le calme avec nos concitoyens et nos voisins. Oui, New York est sous couvre-feu, mais il est évident que cette situation est due au fait que les manifestations ont été supplantées par des criminels, par des gangs criminels, qui se servent de ces protestations comme couverture pour commettre des crimes dans la ville de New York. Et cela doit cesser. Le couvre-feu est l'un des outils pour mettre fin à ces violences. Qu'est-ce qui peut être fait de plus justement pour contrôler ces émeutes ? Je pense que la majorité des personnes qui sont impliquées dans ces manifestations ont vu la manière dont ces protestations ont été corrompues. Nous avons vu de nombreuses personnes à l'intérieur des manifestations haranguer d'autres personnes pour les pousser à déclencher des comportements violents et criminels. Ici, à Jersey City, les forces de police ont travaillé conjointement avec les organisateurs des manifestations pour éviter que personne ne déclenche un mouvement violent et que les manifestations puissent faire entendre leur message sans être corrompues par des criminels ou des personnes attirées par des violences et l'anarchie. Il est évident que la police et les forces de sécurité vont devoir mettre un terme à ces activités criminelles. Et je peux vous dire que les policiers, dans tous les États-Unis, savent parfaitement le faire. Et c'est un vrai défi de pouvoir contrôler ces heurts tout en protégeant et en respectant le droit élémentaire de ces personnes à manifester. Ça ne va pas être facile, mais ça sera fait. Mais est-ce que les policiers américains sont suffisamment équipés face à ces émeutes et débordements, selon vous ? Vous savez, la police américaine est très locale. Elle est volontairement décentralisée, car nous voulons que nos policiers puissent répondre aux autorités locales. Donc je ne peux pas parler au nom de tous les départements. Mais je peux vous dire que dans les principaux départements qui se trouvent dans les grandes villes, nos hommes sont très bien équipés. Ils choisissent leur équipement et leur matériel en fonction de ce qu'il se passe et des institutions qu'ils doivent gérer. Mais je le répète, après ce qu'il s'est passé récemment, je crois vraiment que la plupart des départements de police ont permis aux manifestants d'exercer le droit de défiler dans la rue. Pour être honnête, tous les policiers soutiennent les manifestants. Je peux vous garantir qu'aucun d'entre eux n'a vu cette vidéo sans éprouver la souffrance et la frustration que ressentent tous ceux qui protestent aujourd'hui. Mais maintenant, s'il faut agir contre la criminalité, nous allons clairement devoir avoir recours aux ressources nécessaires pour maintenir l'ordre dans nos rues. Et vous le savez, Donald Trump a menacé, il est passé à l'action. 1600 soldats ont été envoyés vers la capitale Washington DC pour prêter main forte aux policiers. Est-ce que ça vous semble raisonnable à l'échelle nationale ? Je ne vais pas me mêler de politique, mais je serais surpris de voir des soldats américains dans les rues. Pour tout vous dire, je ne suis même pas sûr de la dernière fois que j'ai vu l'armée mobilisée pour autre chose que pour secourir des civils. Les départements de police ont déclaré que la garde nationale est très bien entraînée et équipée pour faire cesser les heurts. En 30 ans de service au sein de la police américaine, c'est la première fois que je vis une telle situation et que je suis confronté à de tels défis. Nous essayons de trouver le juste équilibre entre laisser les gens exercer leur droit de manifester, exprimer leur douleur et leur frustration, tout en neutralisant tous ceux qui essayent de tirer profit de cette situation pour commettre des crimes. Le chemin va être éprouvant, mais les policiers américains sont bien équipés. Ils effectuent un excellent travail et si jamais la criminalité que l'on a vue émerger commence à prendre le pas sur les manifestations, je pense que les citoyens soutiendront les forces de police pour qu'elles mettent fin à ces débordements.
James Shea, est-ce que, ça sera ma dernière question, est-ce que vous comprenez la peur des communautés juives aux États-Unis qui craignent d'être pris pour cible en marge de ces émeutes? Absolument. Tous les cadres de la police et tous les agents de sécurité aux États-Unis en sont conscients. Ici, nous sommes à Jersey City. Et comme vous le savez, notre communauté juive a été victime d'un attentat en décembre dernier. Et un de nos officiers et 3 de nos citoyens ont été tués. Malheureusement, la communauté juive a subi de nombreuses attaques tout au long de son histoire. J'ai vu des affrontements à New York au début des années 90. Toutes ces attaques font partie de la mémoire collective juive. Dans ce genre de période où des violences éclatent, les membres de cette communauté sont souvent pris pour cible et désignés comme des boucs émissaires. Mais à New York, à Jersey City, à Los Angeles et partout où il y a d'importantes communautés juives, tous nos policiers en sont conscients et travaillent en étroite collaboration sur les questions de sécurité avec la communauté juive pour s'assurer de la protection de ses membres. Nous faisons en sorte qu'ils comprennent qu'ils sont protégés. Donc je comprends leurs inquiétudes et nous sommes avec eux. Et je crois que nous gérons bien cet aspect. Merci, directeur James Shea. Vous êtes le chef de la sécurité de la ville de Jersey City, dans l'État du New Jersey. Vous êtes l'ex numéro 2, bien évidemment, de la prestigieuse NYPD. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous et merci à tous nos amis en Israël qui pensent à nous. Faites attention à vous. On ne sait jamais ce qui peut arriver en ce moment. Merci. Et vous pouvez revoir tout au long de la semaine les émissions de défense en replay, bien évidemment. Soyez connectés sur i24 News. Nous serons au rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même studio. Bonne semaine à vous.